Mesdames et messieurs, merci à toutes et tous pour votre présence et merci évidemment aux experts qui ont pu s'exprimer ici. Lors de nos travaux en commission relatifs au rapport d'information consacré à cette thématique des fake news, vous m'excuserez, je l'utiliserai indistinctement fake news et désinformation. Donc, quand on a travaillé cela on s'était dit, tiens, c'est un débat qui va vivre encore. C'est quelque chose qu'on va continuer à avoir encore dans notre enceinte, mais également dans les autres assemblées dans lesquelles nous siégeons. Et je remercie l'ensemble des intervenants d'avoir attiré notre attention sur les réalités, mais aussi les évolutions auxquelles qu'ils ont pu observer. Alors, la pertinence de ce dossier est donc toute évidente et nous nous trouvons aujourd'hui à un point de basculement. Un point de basculement parce que on a entendu parler de post-vérité, on a parlé d'un président qui utilisait cette expression de fake news à son avantage. On sait que des études ont été faites sur le nombre de mensonges aussi qui ont pu être dits par le président en question durant une législature qui était au-delà, de plus de 30 000 mensonges. Et donc, on bascule vers une post-vérité, des faits alternatifs aussi, qui est aussi une expression tout à fait particulière. Et donc, selon moi, cette réflexion s'inscrivait évidemment bien dans les missions qui sont assignées au Sénat. Et donc, je ferai une brève intervention en reprenant la conclusion de mon exposé en séance plénière au Sénat lors du débat qui est consacré au sujet du jour. Et donc, on se rend bien compte que cette conclusion était toute provisoire. Alors, Martine Simoni, secrétaire générale de l'Association des journalistes professionnels, avait attiré notre attention sur le fait que cette lutte contre la désinformation, ce n'est pas seulement une question de plateforme, d'algorithmes et de mégadonnées, mais que c'était bien une question sociétale qui touche au fondement de nos démocraties, à la confiance en l'État de droit et à la formation ainsi qu'à la cohésion sociale. Barbara Friedman, enseignante à l'école de journalisme de Caroline du Nord, a pour sa part bien insisté aussi sur le fait que les fake news, elles présentent aussi ce caractère volontaire. Vous avez été plusieurs à le reprendre ici. Et donc, ce sont bien des mensonges délibérés qui sont là pour tromper le public. Et c'est bien cela qui pose problème. On a également pu mettre en évidence durant nos auditions, durant nos travaux, que des fausses informations avaient également été propagées lors des élections présidentielles américaines ou encore françaises. Et donc, il s'agit bien pour nous de mettre le doigt sur ce qui pose problème pour notre démocratie et non pas de réduire des droits fondamentaux. L'impact sur la vie politique et démocratique est évidemment très problématique quand on sait que déjà en 2016, on notait que près de 20% des utilisateurs des réseaux sociaux avaient reconnu avoir changé d'opinion politique suite à la consultation d'éléments sur les réseaux sociaux. 20%. Alors, conscients du danger que représentent ces fake news pour le fonctionnement de nos États, plusieurs gouvernements européens tentent de renforcer l'arsenal législatif. Alors, en ma qualité de co-rapporteur du rapport, je me suis particulièrement penchée sur les politiques étrangères et internationales en matière de lutte contre la désinformation. Alors, je n'y reviendrai pas en détail parce que cela se retrouve dans le rapport. Juste rappeler que bon nombre de critiques avaient vu le jour alors que certains pays avaient légiféré. Par exemple, l'Allemagne. Donc, il y a une loi allemande qui impose aux réseaux sociaux d'effacer ou de bloquer une information manifestement délictueuse ou simplement délictueuse dans un délai des fois de 24 heures, des fois de 7 jours. Et il y a eu évidemment beaucoup de critiques, ça a été cité ici, puisque cela évidemment est une arme à double tranchant de cette suppression d'informations. On a eu Reporters sans frontières qui a émis évidemment des critiques en disant qu'on risquait d'avoir une censure exagérée pour éviter justement une amende qui va jusqu'à 50 millions d'euros. Et donc, c'est tout un travail d'équilibriste pour essayer de lutter contre cette désinformation et en même temps de ne pas brimer la liberté d'expression. Quant à l'efficacité de ces mesures, eh bien là aussi, les analyses sont diverses. Et donc, là où certains trouvent qu'il y a une réduction de la liberté d'expression, d'autres pensent que ça a permis à ces phénomènes d'être enfin pris au sérieux par les acteurs d'Internet.
Alors, il est indispensable, évidemment, de trouver une solution face à ce fléau. Et évidemment, on doit admettre toutes les limites dans lesquelles nous nous trouvons. Et je pense que tous les intervenants du jour ont bien insisté sur le fait que c'était une approche transversale qui pouvait nous aider dans ce domaine. Alors, on avait également travaillé dans le rapport le volet international, notamment concernant les mesures qui ont été prises au niveau européen et qu'il va falloir maintenant suivre dans leur mise en œuvre. Et alors, un exemple intéressant qu'on avait également vu durant les auditions, c'est l'exemple suédois qui a développé vraiment une politique d'éducation à la formation qui est résiliente, et c'est un héritage qu'ils ont depuis la guerre froide, et qui appelle en fait à cette éducation aux médias dès le plus jeune âge, qui consiste finalement à amplifier cette éducation aux médias, à la citoyenneté et au développement de l'esprit critique. Et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut qu'elle commence évidemment le plus tôt possible. Ça ne veut pas dire, madame, qu'elle s'arrête aux portes de l'université. Vous avez certainement vu qu'on avait auditionné les ministres en charge des médias. Et donc, mais ce n'est pas, c'est pas le ministre de l'enseignement supérieur qui a été auditionné, mais il y a ceux des médias, que ce soit du côté flamand ou du côté francophone. Et donc, c'est en substance l'un des fils rouges de notre rapport d'information, des pistes de réflexion qui ont été avancées lors des auditions, et notamment, comme je vous l'ai dit, avec les ministres en charge de la question de l'éducation aux médias. Alors, pour le reste, je renvoie au rapport d'information qui est très complet sur ce volet. Un mot peut-être pour terminer sur les fake news et la gestion de la crise sanitaire. J'ai notamment été amenée à faire rapport de nos travaux au sein du cabinet du ministre-président de la région Wallonne, dans le cadre justement de la gestion de la désinformation lors de la crise sanitaire. Alors, on sait évidemment qu'il y a des mots qui sont anxiogènes, il y a des images qui sont anxiogènes, c'est celles qui font le plus réagir. Et dans un climat de peur et d'incertitude comme dans celui dans lequel nous étions, évidemment, la propagation de rumeurs et de fausses informations battait son plein, et les experts reconnaissaient eux-mêmes qu'il n'y avait pas de réponse à toutes ces interrogations, et que donc la population était face à des inquiétudes auxquelles il fallait pouvoir quand même répondre. Et donc, parmi les recommandations qu'ils avaient retenues, c'était notamment de ne pas partager un message sans avoir vérifié l'information, et vérifier si l'information du message était bien exacte. Alors évidemment, ça, vous êtes pour certains beaucoup plus spécialistes que nous dans le domaine, en tentant d'évaluer la qualité du message, en vérifiant ses sources, en cherchant à recouper l'info, en introduisant simplement l'info qu'on a vue sur les réseaux, et bien sur un moteur de recherche, avec toutes les limites que vous avez citées vous-même, qui est ces usines à trolls, donc ces gens qui se lèvent le matin pour créer cette désinformation, des chiffres assez effrayants que vous avez également cités, madame. 1 info sur 5 sur Facebook, c'est de la mésinformation. Quand on sait que près de 70% des gens partagent une info sans avoir lu le contenu du texte, mais juste avec le titre et l'image, ça donne évidemment un regard tout particulier à cette difficulté de vérifier l'information. Et si on rajoute à tout ça le fait qu'un mensonge répété prend évidemment de la place, et les biais de confirmation et l'information disponible, et le fait que tout soit mis sur le même pied, je pense que là, on a donné assez d'exemples pour montrer la complexité du sujet. Mon propos dans ce cadre est donc d'insister sur l'importance du volet 3 des recommandations, qui est consacré aux citoyens. Et comme je l'ai dit lors de mon intervention, c'est un travail de fond qui ne peut pas se faire que lors d'une période de crise, évidemment. Ça doit être un travail structurel. Et donc, en substance, donner aux citoyens les outils et les ressources nécessaires pour qu'ils soient capables de gérer la désinformation, et surtout de trouver des contenus journalistiques et informatifs de qualité. Vous l'avez dit, les médias traditionnels, en fait, étaient vecteurs de confiance pour les citoyens, notamment pendant la crise sanitaire. Tout le monde allumait sa télé ou écoutait les médias traditionnels pour savoir quelles étaient les infos qu'il fallait connaître. Avec de nouveau les limites que l'on connaît. Monsieur Petri a rappelé l'aspect business, évidemment, qui est lié à ces plateformes, qui sont là pour nous faire rester le plus longtemps possible sur ces plateformes. Et évidemment, tout le jeu d'équilibre entre liberté d'expression et fausse information. Et alors, peut-être aussi une attention particulière sur le rôle du journaliste et celui du citoyen
entre guillemets, engagé, qui lui peut aller sur les plateformes et puis il peut dire absolument tout ce qu'il veut. Et demain, il peut disparaître des plateformes et vous dire, mais moi, je ne suis qu'un citoyen. Donc, moi, je n'ai pas de compte à rendre. Je ne dépends d'aucun code de déontologie. Je pense que c'est important aussi que les gens soient attentifs à cela. Un autre point, c'est de contrôler et d'évaluer de manière efficace les projets relatifs à l'éducation et médias. Et j'ai bien entendu le message aussi de les soutenir. Mener une vaste campagne d'information sur les dangers de la désinformation, notamment pour notre démocratie. Monsieur Vernier, vous avez parlé de l'éloge de l'humilité, qui est souvent associé à de la fragilité. Et alors, Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences français, parle lui aussi d'éloge de la nuance, donc qui explique que sur les réseaux sociaux, finalement, chacun est amené à choisir son camp, et il appelait, lui, à ce que les gens modérés puissent s'exprimer sans modération, justement, sur les réseaux, et tout ça avec une éloge de la nuance et de l'humilité. Et enfin, de se montrer particulièrement attentif à la lutte contre la fracture numérique, et j'irai plus loin aussi, de développer davantage de culture scientifique et aussi d'éducation à la rhétorique, et je pense que ça pourrait être salutaire. Ces derniers éléments pour terminer mon intervention en rappelant la transversalité de la problématique et de la nécessaire collaboration entre tous les acteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup.